Je t'avais dit qu'un jour on allait plonger au cœur des bas-et-bressons de la crypto-monnaie. Mais là, c'est l'heure en fait. Donc pose-toi au calme avec ta petite boisson sur le tech. Il y a également un truc que je te dis souvent, c'est issu d'une chanson, l'argent est gagné salement, les sommes sont colossales. Et c'est exactement ce qu'on va traiter aujourd'hui dans les moindres détails. On va voir comment des gens ont réussi à se faire 185 millions de dollars. On va voir leur stratagème étape par étape. Alors tu t'en doutes que cette technique n'est surtout pas à reproduire chez soi parce que là, ça parle hack, vol, blanchiment d'argent. On va également voir pourquoi la crypto a baissé, quelles sont les vraies raisons du bear market et qui manipule qui. Toutes les informations sont issues du rapport Chainalysis. C'est la partie 4. Si tu n'avais pas vu les trois parties précédentes, je te recommande vivement de les regarder avant de continuer cette vidéo. Et je te mettrai le lien du CryptoKit en description à l'intérieur. Tu retrouveras tout et tu auras également un lien direct vers l'intégralité du rapport si ça t'intéresse. Donc tu connais. Si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, DeFi. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, n'hésite pas à t'abonner et puis c'est parti quoi. On va commencer avec un fait, c'est que de manière générale, toute nouvelle technologie qui peut offrir des avantages au monde a aussi le potentiel d'être abusée par des mauvais acteurs. Par exemple, un génie informatique pourrait utiliser son savoir exceptionnel pour faire le bien, contribuer au renfort de la sécurité, mais il pourrait également utiliser ses compétences pour faire le mal et hacker des systèmes informatiques. Et dans la crypto, l'un des plus gros enjeux, c'est d'éradiquer les abus et on sait qu'il y en a beaucoup. Ces abus sont également un frein à l'adoption massive parce que pour que les cryptos soient adoptés massivement, les investisseurs ont besoin de se sentir en sécurité, ce qui est normal. Et le problème de hack touche vraiment l'ensemble de l'écosystème crypto, que ce soit la DeFi, les NFT, le gaming, le métaverse ou autre, aucun secteur n'est épargné. Et là, on va se plonger dans les chiffres pour voir ce qui se passe. Déjà, quand on prend la part de volume de transactions illicites sur l'ensemble des volumes de transactions crypto de 2017 à 2021, on voit qu'elle est en baisse, sauf en 2019. Et ça a été causé à cause du plus token Ponzi qui était un hack à 2 milliards. D'ailleurs, si une vidéo sur les pyramides de Ponzi ou les différents hacks t'intéresse, n'hésite pas à me le dire parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à avoir le «Ah, mais c'est un Ponzi facile», mais mettre le Ponzi à toutes les sauces, c'est pas forcément utile et c'est pas forcément pertinent. Bref, en tout cas, la crypto-criminalité reste un problème très important à résoudre. Et même si la part de volume de transactions illicites baisse, la valeur brute des transactions illicites continue de croître parce qu'avec l'explosion de la DeFi, les volumes de transactions ont augmenté de manière générale. Et en parlant de DeFi, c'est le secteur le plus touché par les hacks. Et si on prend la valeur reçue de fonds illicites DeFi, on voit que les transactions DeFi illicites ont augmenté régulièrement au cours des 3 dernières années, à la fois en termes de valeur brute qu'en tant que part de la valeur totale des transactions. Et il y a bien sûr eu un pic en 2021 avec l'explosion de la DeFi. Et l'activité criminelle se voit principalement dans deux domaines, le vol de fonds par piratage et l'abus des protocoles DeFi par blanchiment d'argent. D'ailleurs, la valeur volée au protocole DeFi a une tendance haussière et elle a atteint des niveaux élevés jamais enregistrés au premier trimestre 2022, notamment avec le piratage du pont Ronin. C'était relié à Axie Infinity, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Et il y avait également le hack de Wormhole qui était un des plus gros hacks que la crypto ait connu. Il y a un autre graphique intéressant. Si on prend la valeur des cryptos volées par type de plateforme, on voit qu'en 2019, c'était majoritairement les SEX qui se faisaient hacker parce qu'il y avait pratiquement rien à se mettre sous la dent en termes de DeFi, mais ça a progressivement évolué et Chainalysis nous dit qu'au 1er mai, les protocoles DeFi représentaient 97% de la valeur des 1,68 milliards de dollars de crypto-monnaies volées en 2022. Donc on voit que ce sont des sommes colossales. Et concernant les crypto-monnaies volées au protocole DeFi, une grande partie a été volée par des groupes de piratage associés au gouvernement nord-coréen, en particulier en 2022. Chainalysis a toute une partie sur ça si ça t'intéresse, mais là, on va passer au blanchiment d'argent. Donc le blanchiment d'argent basé sur la DeFi est également en hausse.
c'est également un autre problème très très grave. Donc on a vu que les protocoles DeFi représentaient une part de plus en plus grande de tous les fonds reçus d'adresses illicites. Et en 2022, les protocoles DeFi ont reçu 69% de tous les fonds envoyés à partir d'adresses associées à des activités criminelles contre 19% en 2021. Et l'une des raisons à cela, c'est que sur les protocoles DeFi, les personnes n'ont pas besoin de passer de KYC, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de vérifier leur identité, elles peuvent agir de manière 100% anonyme, ce qui n'est pas le cas dans la CeFi qui est de plus en plus réglementée. Donc là, on va parler de NFT wash trading. Pour faire très très simple, le NFT wash trading, c'est une pratique très sombre pour gonfler artificiellement la valeur d'un NFT ou récupérer des tokens de récompense, mais ça, on va y revenir. Déjà, Chainalysis avait déjà fait un rapport sur la criminalité crypto en 2022. D'ailleurs, si tu veux qu'on analyse ce rapport ensemble, n'hésite pas à me le dire. Et dans ce rapport, ils avaient analysé des exemples de wash trading sur le marché des NFT. Ils avaient remarqué que si la plupart des wash traders n'étaient pas rentables et perdaient de l'argent en raison des frais de transaction qui étaient élevés, l'infime partie qui réussissait à se mettre bien se mettait très très bien et empochait des sommes très colossales. Maintenant, pour te partager une définition un peu plus technique du wash trading, le wash trading, c'est une forme de manipulation du marché dans laquelle un vendeur est de chaque côté d'une transaction. Donc, en d'autres termes, c'est une personne qui se vend un actif à lui-même pour créer une perception trompeuse de la valeur ou de la liquidité de cet actif. Et le wash trading est relativement plus facile à faire avec les NFT parce que tu as certaines plateformes NFT qui permettent aux utilisateurs de trader simplement en connectant leur portefeuille sur la plateforme sans avoir besoin de s'identifier ou vérifier son identité, pardon. Ça veut dire qu'un utilisateur pouvait facilement contrôler plusieurs portefeuilles et s'échanger des NFT à lui-même. Et personne ne pouvait le savoir à moins de prendre le temps d'analyser l'historique des transactions des portefeuilles, ce que peu de personnes faisaient. Et ce qui est dommage, c'est que tu vois, cette technique de wash trading, elle est parfois utilisée par des fondateurs de collections NFT pour créer une fausse hype autour des projets et que les gens achètent en mode FOMO parce qu'ils pensent que cette collection NFT a beaucoup de succès. Mais le wash trading, comme on l'a dit au début, ça permet aussi de récupérer des tokens de récompense et on va voir ça avec un exemple extrêmement concret. Donc tu as deux portefeuilles, Wash Trader 1 et Wash Trader 2 qui ont généré plus de 650 000 Ethers en volume de transactions chacun en se vendant les mêmes NFT dans les deux sens. Et toute cette activité a eu lieu sur la même marketplace NFT. Et à aucun moment, l'un ou l'autre des portefeuilles n'a vendu l'un des NFT à un tiers parce que leur objectif n'était pas d'arnaquer un autre collectionneur NFT en lui vendant un actif artificiellement gonflé. Le truc, c'est que la marketplace sur laquelle ils opéraient offrait des récompenses incitatives sous forme de jetons natifs aux utilisateurs à chaque fois qu'ils achetaient, vendaient ou échangeaient leur NFT sur la plateforme. Donc le but de cette plateforme, c'était d'attirer beaucoup de nouveaux utilisateurs. Et le truc, c'est que dans l'exemple en question, les deux portefeuilles de Wash Trader ont pu générer d'énormes quantités de jetons de récompense avec le wash trading et ces portefeuilles, ils ont pu augmenter ses revenus en stackant les jetons de récompense. Donc tu vois un peu le délire. Et de manière générale, si on analyse les récompenses de jetons gagnés par les wash traders, on voit qu'en mars, ils étaient chauds. Bon, Chainalysis ne déclare pas le nom de la marketplace en question, mais je me rappelle qu'en mars, il y avait un gros lancement d'une marketplace qui justement donnait des tokens de récompense aux nouveaux utilisateurs. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. En tout cas, pour revenir à l'exemple, au total, entre les revenus directs de l'utilisation de la plateforme et le stacking, les deux portefeuilles de wash trading ont pu générer plus de 106 millions de jetons de gouvernance d'une valeur de 185,5 millions de dollars. Et là, il y a une question qui se pose, qu'en est-il des frais de transaction? Parce qu'on a vu au début que la plupart des wash traders n'étaient pas rentables à cause des frais de transaction et on sait que sur certaines blockchains, on se fait allumer en termes de frais de transaction. Et dans ce cas-là, les frais de gaz sur le wash trade
que les wash traders ont payé s'élevait à 114,6 millions de dollars, ce qui donne aux wash traders un bénéfice de près de 71 millions de dollars. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les portefeuilles avaient commencé avec un financement, avec un investissement initial de 705,6 Ether d'une valeur de 2,4 millions de dollars au moment du premier transfert. Ça veut dire que grâce à leur système de wash trading, ils ont pu se faire un bénéfice net de 68,6 millions de dollars. Argent gagné salement, somme colossale. Tu vois ce que je veux dire? Comme je te l'avais dit au début, bien sûr, à ne surtout pas refaire chez soi. Surtout que ce type de wash trading, c'est pas inoffensif. Et parmi les victimes, tu as la marketplace qui paye des récompenses limites pour rien parce que son but, c'est d'attirer des nouveaux investisseurs. C'est pas de rincer le même investisseur qui crée artificiellement du volume ou de la valeur. Et au-delà de ça, tu as les collectionneurs NFT qui pourraient être amenés à penser que la marketplace a une forte activité alors que ce n'est pas le cas. Et il en va de même pour les collections que les wash traders utilisent pour leurs transactions. Maintenant, on va parler des risques du Web3. Et la question importante à se poser, c'est comment l'industrie crypto peut tirer parti de la transparence des blockchains pour comprendre et prévenir la contagion du marché. Alors là, Chainalysis, il met en lumière un avis très intéressant et parfois on entend souvent un avis divergent parce que parfois tu as des gens qui disent que plus l'écosystème crypto va évoluer en maturité, moins il sera corrélé au marché traditionnel, au marché financier, à la bourse. Et là, c'est pas ce que met en avant Chainalysis. Je t'explique. Déjà, on va dire les termes. Depuis juin 2022, on est dans un marché baissier, on est dans un bear market. Et Chainalysis nous dit que le Bitcoin en particulier, qui est la monnaie la plus établie et qui entraîne aussi les altcoins, sont désormais plus corrélées aux actions qu'elles ne l'étaient par le passé. Donc quand les marchés financiers s'effondrent, la crypto s'effondre aussi. Et cette corrélation reflète la maturité de la crypto en tant que classe d'actifs parce que déjà il y a un nombre croissant d'acteurs institutionnels qui sont impliqués dans les cryptos. Tu as de nouveaux types de produits financiers qui sont proposés. Tu as la surveillance réglementaire qui se développe et le marché peut évoluer beaucoup plus efficacement les nouvelles informations. Mais il y a quand même une différence importante entre la crypto et la finance traditionnelle, c'est la transparence. Et donc, on voit que la baisse du marché, elle a causé des liquidations massives. Tu avais des personnes qui avaient des positions à effet de levier. Et tu vois, ces liquidations, elles se sont produites sur les marchés traditionnels et sur la crypto. Mais ce qui est bien, c'est que sur la crypto, on peut vraiment voir ça en temps réel et ça offre aussi une opportunité pour l'industrie de tirer parti de la transparence des blockchains pour analyser le risque systémique, construire des meilleurs systèmes et concevoir des meilleures règles pour le prochain marché haussier. Donc en fait, la transparence, elle nous permet d'apprendre de nos erreurs pour ne pas répliquer les mêmes erreurs qu'on avait fait avant dans le prochain marché haussier par exemple. Et concernant la baisse, déjà, c'est pas la première fois que le marché crypto baisse et là, tu as un peu une idée des différentes baisses crypto. Et Chainalysis nous dit que ce n'est que très récemment que ces baisses ont été corrélées avec les marchés financiers traditionnels. Et ça soulève une autre question. Pourquoi la chute du prix des marchés crypto est-elle plus extrême que la chute des marchés boursiers? Et l'un des principaux facteurs est que la DeFi est de plus en plus compétitive et cela pousse certaines entités à exécuter des stratégies d'investissement encore plus risquées qui peuvent avoir des effets encore plus dévastateurs pour l'ensemble de l'écosystème. Et après le crash crypto de 2018, la DeFi c'était le feu, elle a connu une croissance explosive. Après la croissance, elle s'est un peu ralentie, mais on peut voir quand même que le nombre de services DeFi actifs a continué de s'accélérer même si la valeur investie dans la DeFi a commencé à baisser. Et ici, par exemple, on prend l'exemple des plateformes de prêt centralisées, on voit que la concurrence était très élevée, elle était très rude et c'est pour ça que les plateformes de prêt centralisées, elles ont dû promettre des rendements de plus en plus élevés pour attirer de plus en plus d'investisseurs. Et ça les a amenés à investir les fonds de leurs investisseurs dans des investissements plus risqués, ce qui est dommage parce que comme on peut le voir avec ce graphique, la principale source des fonds des protocoles de prêt est devenue d'autres protocoles de prêt. Donc en fait, c'est un cercle vicieux qui est en train de se créer. Et si tu as un acteur qui chute, l'acteur va entraîner toutes les autres personnes dans sa chute. En tout cas, on a vu qu'il y avait un problème
dans tout cet écosystème et ça veut dire qu'il y a une opportunité pour avoir un écosystème plus sûr et on peut la saisir en tentant de comprendre les risques systémiques. Déjà, la transparence de la crypto-monnaie, en particulier pendant la baisse, elle a mis en lumière des risques DeFi, elle a mis aussi en lumière qu'il y avait des projets qui étaient basés sur le vent, qui étaient construits à la hâte, qui avaient des services incompétents, qui n'arrivaient pas à gérer le risque. Ces services ont échoué, ces projets, pardon, ont échoué, d'autres échoueront encore. C'est un processus naturel, c'est un peu la sélection naturelle, hein. C'est comme si on prend l'exemple d'Internet, au début, je sais qu'au début, les moteurs de recherche qui étaient en feu, c'était genre Yahoo, MSN, mais là, ils sont limite, on n'entend plus trop parler d'eux, et là, celui qui domine, c'est Google. Donc après, c'est naturel, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que la nature ouverte des protocoles DeFi, c'est vraiment le gros avantage par rapport à la finance traditionnelle, dans le sens où le marché peut savoir où les gros acteurs, donc les whales, déposent leurs fonds, font travailler leur argent et si leurs positions sont menacées ou pas. D'ailleurs, par rapport à ça, tu as certains comptes Twitter qui parfois partagent des nouvelles sur ces fonds-là. Ils sont en mode attention, tel whale qui avait tant sur tel protocole de lending risque de se faire liquider si X descend à. Donc tu vois, ça c'est intéressant. Par contre, ce qui est dommage, c'est que cette transparence, elle n'a pas empêché les entreprises centralisées de faire n'importe quoi parce que les entreprises centralisées, c'est un peu des boîtes noires. Et elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles déposent les fonds de leurs clients sur des protocoles DeFi, mais elles se prêtent également de l'argent entre elles. Donc ça crée un risque de contagion parce que les acteurs du marché centralisé, ils sont financièrement exposés les uns aux autres, ils sont dépendants les uns des autres. Et pour cela, il est important pour les régulateurs et l'industrie de manière générale de comprendre à la fois le fonctionnement des parties décentralisées et centralisées du marché des cryptos parce qu'on voit qu'elles s'influencent mutuellement et qu'elles vont de pair. Par exemple, des acteurs centralisés investissant dans la finance décentralisée peuvent se retrouver en surendettement s'ils n'ont pas correctement calculé les risques, notamment dans un marché baissier. Et à côté de ça, tu as également des projets décentralisés dans lesquels les entités centralisées ont investi qui peuvent être victimes de hacks et perdre la valeur de leurs fonds. Et si ça arrive, tu vois qu'il y a une catastrophe qui va se produire et tous ces dominos vont s'écrouler. Donc de manière générale, on voit que tout n'est pas si rose et même s'il y a des chiffres qui montrent que l'adoption est en train de se faire, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à parfaire. Mais c'est bien pour nous en tant qu'investisseurs ou budleurs parce qu'on voit qu'il y a tout à construire et qu'il y a encore des fortes opportunités d'investissement x5, x10, x20, voire plus. Et si tu veux qu'on creuse ensemble ces sources d'investissement, on peut se retrouver dans le Club Alpha. C'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me partager tes retours en commentaire. Si tu es encore là et que tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. C'est tout pour moi. Pense à Dior parce qu'ici, aucun conseil en investissement. Et moi, je te dis à très, 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 très vite.